Donc je l'avais déjà annoncé au cours de la précédente vidéo, nous allons voir des témoignages que j'ai reçus au cours de l'émission que j'ai enregistrée la semaine dernière à Paris. Et tout de suite après ces témoignages, je viendrai ajouter des choses que j'aurais pu dire ou mieux préciser les informations que j'ai données au cours de cette émission. On écoute le témoignage de Aude. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou, auteur de ce livre « Les violences invisibles » que je vous conseille. C'est aux éditions Le Courrier du Livre, où l'on comprend bien notre part de responsabilité quand on reste dans une relation où on est victime. Bonjour Aude. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Bouchou. Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Donc vous êtes en pleine procédure de divorce. Ouais. Et depuis vous avez été marié combien de temps? Alors 25 années de vie maritale, 2 enfants. Et voilà, donc je suis âgée de 55 ans. Moi, je suis d'accord avec pas mal de choses de ce que vous avez énoncé. Et je pense tout d'abord qu'on ne se rencontre pas par hasard. Et je pense aussi réellement qu'on a tous une part de responsabilité. Et moi là, je suis un petit peu en train de faire le retour sur moi-même. J'aurais pu voir des choses. Je les ai senties. J'ai pas voulu réellement les mettre en réalité, j'ai envie de dire. Et j'ai poursuivi parce que j'étais tout simplement à la recherche de l'amour et de l'idéal. Et quand maintenant je m'aperçois qu'on ne s'est pas rencontrés par hasard, effectivement on avait 2 souffrances familiales qui se sont rencontrées à ce moment-là. Oui. C'est vous ou lui qui a demandé le divorce? C'est moi. Alors moi j'ai dû le demander parce que je suis arrivée à un point de non-retour, comme je dis, je n'ai plus eu le choix. Alors quand je dis je n'ai plus eu le choix, j'avais bien conscience que durant ces 25 années, il y avait de grosses difficultés, il n'y avait pas un bonheur. Je n'étais pas heureuse, j'avais mes 2 enfants et je suis une mère et une femme, mais aussi une mère. Et ce statut de mère, je voulais l'accomplir jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour moi, il était essentiel d'amener. Je travaille dans le monde éducatif, si vous voulez. Oui. Et si vous voulez, pour moi, c'était quelque chose de très important. Donc j'ai amené mon fils jusqu'à ses 20 ans. Là, donc c'est bon, il est grand et il peut survoler tout seul. Voilà, c'est ce qui m'a aussi un petit peu amené à cette conclusion, mais il y a eu des événements qui sont faits et qui m'ont fait prendre conscience de ceci. Il y avait une vie maritale qui était un petit peu assez compliquée. On était 2 blocs... un petit peu 2 blocs à s'affronter. Alors au cours de ces 25 années, ça a été un petit peu dur au départ. Moi, je m'affrontais un petit peu avec lui parce qu'il avait un caractère quand même assez fort. Et par la suite, eh bien, j'ai peaufiné un peu ma façon de faire. C'est quelqu'un qui a plusieurs addictions, c'est-à-dire l'alcoolisme mondain, le tabagisme et d'autres addictions. Donc j'ai essayé un petit peu de sortir de ça. Enfin, je pensais peut-être le sauver. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire, mais en tout cas, je pensais à aller vers le meilleur, l'aider. Et en fait, je me suis heurtée à beaucoup de violence. Alors pas de violence physique, violence verbale, c'est-à-dire des mots très durs, dévalorisants, humiliants. Alors toujours pas en public, c'était toujours entre nous. Donc il a fallu faire avec. Moi, je me suis bien réfugiée aussi dans le sport, c'est-à-dire que toute cette violence, cette colère, je l'ai mis dans le sport. Donc c'est quelque chose, je pense, qui m'a sauvée. C'est réellement quelque chose et maintenant c'est mes moments à moi et c'est réellement nécessaire. Donc je suis entourée d'animaux, c'est quelque chose aussi qui est nécessaire. Ce sont des êtres qui m'apaisent, qui m'apportent énormément de bien. Et qui vous aime, en tout cas vous avez le sentiment qu'il vous aime. Est-ce que justement votre mari, vous avez le sentiment qu'il vous a aimé ou pas? Eh bien malheureusement, je crois que quand je retourne un petit peu sur tout ça, je crois que non, c'est terrible. Parce que là je suis une psychanalyse depuis plusieurs années et j'essaye de comprendre. Et c'est vrai que moi j'ai besoin de comprendre pour avancer. Et j'en suis arrivée à cette conclusion. Je pense qu'il m'a aimée d'une certaine façon. Mais il faut savoir que dans sa vie à lui, ça a été quelqu'un qui a eu quand même des soucis avec ses parents. C'était un voyageur. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il avait besoin de vous? Oui.
C'est ça. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'elle me dit, la psychanalyste. Je l'avais pas remarqué. Elle me dit, mais vous êtes sa mère. Et c'est vrai que j'avais pas fait le truc. Je fais énormément de choses. Je suis très active. Et je suis un bon petit soldat, en fait. Et je m'en suis pas rendu compte. Ben moi, ce que j'entends surtout, c'est qu'au fond, vous vous êtes sacrifié pour lui, sacrifié pour vos enfants. Ouais. Et puis, vous avez enfin, visiblement, pris la décision de vivre peut-être un peu pour vous, non? Ouais. Oui, c'est important aussi de prendre soin de soi. Quelquefois, on a l'impression que c'est mieux de se sacrifier, mais en fait, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, c'est de vous recentrer sur vous, et si vous êtes mal à la maison, de faire ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire que le message qui est envoyé aux enfants, c'est si on reste, c'est on peut mal me parler, moi je reste. Donc c'est normal. Et c'est beaucoup de mes patients qui arrivent et qui me disent, moi j'ai cru que c'était normal qu'on me parle comme ça. Alors que si vous prenez soin de vous et que vous dites stop, moi je ne supporte plus, le message qu'on envoie aussi aux enfants, involontairement d'ailleurs, hein, en étant parfaitement égoïste, c'est tu vois, si on parle mal à l'autre, l'autre peut s'en aller prendre soin de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis quelqu'un qui a un petit peu un caractère aussi, et c'est vrai que chaque fois qu'il allait sur des propos humiliants, je reprenais toujours et à froid, parce que ça ne passait pas pour moi. Donc mes enfants ont eu cette notion-là, et ce sont des deux garçons qui ont une voilà, c'est des gamins qui tiennent la route sur le respect des gens, sur voilà. Et là-dessus, j'ai toujours tenu, mais ça m'a demandé énormément de force. Et d'énergie surtout. Vous avez perdu beaucoup d'énergie à recentrer tout le temps cet homme mais qui quelque part doit avoir une très mauvaise estime de lui-même. C'est pour ça qu'il vous rabaissait, mais ça n'excuse, encore une fois, ça n'excuse rien. En disant ça, on le protège. Hein. Oui. Parce qu'on peut avoir souffert dans son histoire, et ça ne nous donne aucun droit. On est bien Parce que moi, je l'entends très souvent, ça en thérapie. Le pauvre ou la pauvre, hein, puisque ça marche dans les deux sens, il a eu une enfance ou elle a eu une enfance difficile. Oui, et alors ? Oui, mais moi je n'ai jamais excusé. Par exemple, vous voyez, il me prenait aussi, je pense, pour sa mère, mais sa maman est dans l'alcoolisme. Donc je pense que c'est une grande histoire familiale, mais qui lui est propre à lui. Moi, je n'ai plus l'énergie pour essayer de comprendre. Par contre, il y a une image qui, pour moi, est très belle. Elle n'est pas très, très jolie comme histoire, mais pour moi, je la garde au fond de moi. C'est fin août, j'ai décidé d'arrêter. Alors, qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience d'arrêter ? C'est un événement j'ai eu un accident et il n'a pas été capable de me porter secours. Ce sont des gens dans la rue qui ont dû me porter secours, ce qui m'a ravagé au fond de moi. Parce que vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez même pas compter sur lui, sur quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que vous êtes en danger, peut-être même de mort, et il n'est même pas apte à être là. Donc à quoi bon vivre avec quelqu'un si de toute façon on n'en a que les inconvénients ? Oui. Alors cet acte-là m'a fait énormément mal. Alors je savais que je ne pouvais pas compter sur lui. Hein. Je suis quelqu'un qui mène les choses. Mais c'est un jour, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, Nat, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ça ? Je me suis imaginée, et je pense que c'était la situation réelle, on était sur un lac, le lac n'était pas bleu, il était noir. Nous étions tous les deux dans une barque. Cette barque, elle prenait l'eau. Et moi, j'essayais d'enlever l'eau de cette barque, je n'y arrivais pas. Lui regardait au loin, il ne m'aidait pas. Et je me suis sentie m'enfoncer dans l'eau. Et je me suis dit, ben là, c'est la fin. Et j'ai regardé au loin, il y avait la rive. Je ne suis pas une très très bonne nageuse. Et je me suis dit, tant pis, il va falloir que tu y ailles. Et j'avais rien à perdre, en fait. Et puis maintenant, j'ai presque fini cette situation de séparation. Et je peux vous dire que là, je vois le bout du tunnel. Et alors, j'ai un peu de regret parce que je me dis, mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Et alors après, je me dis aussi, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout. C'est aussi peut-être ça, mais non, mais Aude, on ne sait pas, mais c'est comme ça. Il faut pas regretter. Il fallait un événement fort qui vous ouvre les yeux. C'est toujours, mais on est tous comme ça. On a une capacité en tant qu'être humain à supporter des choses jusqu'au jour où enfin il y a un événement un peu plus dur qui nous fait prendre conscience que c'est pas supportable. Oui, qui nous oblige à sortir du déni. Parce que pour arriver à tenir avant, on était quand même bien obligé d'être dans le déni de ce qui se produisait. Sinon, ça n'aurait jamais duré aussi longtemps. Et puis après, utiliser les petites phrases magiques du style « le pauvre a souffert », on l'a vu tout à l'heure, ou « je reste pour les enfants », ou « j'essaye de comprendre ». Oui, mais enfin, on n'est pas obligé de rester pour essayer de comprendre. Hein. Oui. Mais la vie est devant vous, là.
Oui, oui. Et puis, ma plus belle réussite, ce sont mes enfants et ils sont d'une écoute. Non, votre plus belle réussite, ce sera vous. Voilà. Voilà, j'en ai marre d'entendre les femmes penser que leur réussite, c'est les enfants. Oui. Oui, S'il vous plaît, Aude. En tout cas, j'ai mes enfants que j'aime, j'ai mes animaux et ça et j'aime la vie quand même maintenant, franchement. J'espère bien. Et vous allez l'aimer encore plus, que vous allez voir quand vous serez un peu plus réalisé. Merci en tout cas de ce beau témoignage et on n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet pour vous parce qu'on sent bien que vous comprenez les choses et que vous arrivez à les analyser assez bien de votre prisme à vous. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Aude. Donc souvent je choque avec cette idée d'égoïsme altruiste, surtout les personnes qui ont des enfants. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Quand mes enfants étaient petits, j'avais pour habitude, quand je rentrais du travail, de m'asseoir dans mon fauteuil et de commencer un mot croisé. Donc ça durait à peu près un quart d'heure, j'avais besoin de ce sas entre le temps du travail et le moment où je rentrais en famille. Et donc je remplissais mon mot croisé. Et puis un jour, je suis rentré à la maison et quand j'ai pris mon mot croisé, j'ai vu que dans chaque case, il y avait un petit gribouillis qui avait été fait. Et c'était donc mon petit garçon qui devait avoir à peu près 2 ans, qui, alors que je n'étais pas là, s'était assis dans mon fauteuil, avait pris mon mot croisé, il avait fait comme papa, il avait fait son mot croisé. Ce que je veux dire par là, c'est que les enfants ont tendance à nous imiter. Par exemple, vous avez des personnes qui diront « quelle honte, les enfants ne lisent pas ». Mais les parents ne lisent pas non plus. Si vous voulez que vos enfants lisent, plutôt que de leur dire « tu dois lire, tu dois lire, tu dois lire », prenez un livre, asseyez-vous dans un fauteuil et lisez ne serait-ce qu'un quart d'heure par soir. Et puis, laissez traîner à disposition des enfants des livres qui leur sont adaptés. Et vous verrez que tout naturellement, les enfants vont imiter maman ou papa. Et à un moment donné, ils vont s'asseoir dans votre fauteuil, ils vont prendre un livre et ils vont commencer à lire. Donc l'égoïsme altruiste, ce que je veux dire par là, c'est que si vous restez par exemple dans une situation conflictuelle en disant « je reste pour les enfants », le message qui est envoyé aux enfants, c'est « quand on me parle mal, ça ne fait rien, je reste quand même ». Alors que si vous décidez de prendre soin de vous, si vous décidez de faire ce qui est bon pour vous, les enfants voient quand on parle mal à papa ou à maman, il ou elle ne se laisse pas faire et il fait ce qui est bon pour lui. Et c'est la meilleure éducation que l'on puisse donner à ses enfants. Voilà, c'était ce point-là que je voulais rappeler sur l'égoïsme altruiste qui fonctionne très très bien. Alors il y avait un autre point, c'était oui, le déni de la victime. Je fais beaucoup référence au déni de la victime dans cette vidéo. On s'aperçoit, et ça je le traite dans la masterclass que je propose, que les pervers narcissiques et les victimes utilisent le même type de mécanisme de défense. C'est très étonnant. Freud avait une image à ce sujet, il disait « pervers et névrosés sont comme le positif et le négatif d'une même photo, ils montrent la même chose et pourtant sont inverses ». Et donc, un mécanisme de défense qui est fortement utilisé par les gens qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, c'est le déni ou même la dénégation. C'est-à-dire, on reconnaît la chose, mais on la vide de son contenu. Et la victime fait beaucoup ça. C'est-à-dire que beaucoup de victimes restent en disant « oui, mais le pauvre ou la pauvre a souffert dans son enfance ». Vous voyez, cette phrase, qui est une phrase magique, qui est employée en même temps que la dénégation, c'est-à-dire qu'on reconnaît effectivement qu'il nous fait du mal, mais on n'en tire pas les conclusions qui nous feraient partir. Ou au moins, comme je le disais tout à l'heure, prendre soin de soi. Donc, c'est intéressant de repérer que victimes et pervers emploient les mêmes mécanismes de défense, mais pour arriver à des fins différentes. Le pervers, c'est pour exporter et projeter la souffrance qui est en lui et la faire habiter dans sa victime. Et la victime, à l'inverse, elle prend et utilise de la même façon déni et dénégation et beaucoup d'autres mécanismes de défense que je détaille de toute façon dans la masterclass. Donc voilà, je voulais revenir sur ces 2 points qui viennent à mon avis bien en complément du témoignage que nous venons de recevoir. Nous allons avoir d'autres témoignages qui vont nous être donnés, donc je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Au revoir.